Pourquoi est-ce qu'il est saturé ou il ne l'est pas? Dites-moi. T'inquiète. Je pense qu'il n'est pas saturé, parce qu'à partir du moment où on apporte de la valeur de manière pertinente à quelqu'un qui en a besoin, il y a toujours une place. Il y a autre chose. On est 100 millions de francophones à peu près. Moi, je pense que c'est parce qu'il y aura de plus en plus de demandes. Ouais, beaucoup. On est 100 millions de francophones. Il y a en France 250 000 médecins, on en manque. Est-ce que vous voyez des médecins partout? Est-ce qu'au concert, il y a des médecins partout? Est-ce qu'au Carrefour, il y a des médecins partout? Est-ce que dans les transports en commun, vous voyez des médecins partout? Non. Donc à 250 000 médecins, ils ne sont pas partout. Il y a 8 000 coachs à peu près, pour 100 millions de personnes. Le marché est de loin pas saturé. C'est juste qu'avec les réseaux sociaux, on est dans une bulle algorithmique et on voit que ça. Donc on est persuadé qu'il y en a partout. Qui peut me dire la différence entre un marché saturé, commodisé, et un marché mature? Essayez. Est-ce que saturé, c'est par rapport au nombre de personnes? Saturé, il y a tellement d'offres par rapport à la demande que c'est quasiment impossible d'être un nouvel entrant. Vous êtes dans une rue avec 20 tabacs, vous voulez être le 21e, on est sur une rue qui est saturée. Ça ne sert à rien d'ouvrir un tabac dans cette rue, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que c'est un marché commodisé? Qui est généralisé ou qui est commun? Ouais, pas que. Équilibré entre l'offre et la demande. Ouais, aussi, pas seulement. Tous les acteurs sont similaires. Ouais. Un marché commodisé, c'est un marché où le client ne fait pas la différence entre A, B et C au niveau de l'offre. Et donc en fait, la seule façon de se différencier, c'est sur le prix. Et le moins cher qui gagne. Si vous vous en fichez complètement d'acheter un briquet Bic ou un briquet autre chose, et que vous allez prendre le moins cher parce que de toute façon ça fait le taf, on est sur un produit qui est commodisé. Quand vous n'apportez pas assez de différenciation et de valeur, l'accompagnement devient un produit commodisé. On se dit ouais, il me faut un coach, je ne vois pas la différence entre tous les coachs, je prends le moins cher. Qu'est-ce que c'est à contrario un marché mature? C'est un marché où les personnes demandent une indication de qualité, Ouais. de sophistication, où les Ouais. personnes sont éduquées. La sophistication, on va en parler juste après. À part ça, qu'est-ce qu'un marché mature? Et l'accompagnement, le coaching aujourd'hui est un marché mature. Enfin, quasiment. Quand les clients savent faire la différence entre l'un ou l'autre Ouais. coach et qui sait ce qu'il veut, ce Ouais. qu'il cherche. Très important ça. Le client sait ce qu'il veut. Le client a été multi-exposé à du marketing. Bah alors, pourquoi tu... Le client a été multi-exposé à du marketing, on va en parler après. Le client a déjà vu 25 pubs, 12 chaînes YouTube, il a déjà eu 17 appels, il a déjà été coaché 6 fois. Il sait exactement ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui différencie les différentes personnes et ce qu'il veut. On n'est plus en train de faire un appel, on dit alors je vais t'expliquer comment ça va se passer. La personne, elle sait très bien comment ça va se passer. Et tous les scripts, vous les oubliez. Avec ces gens-là, ça ne marche plus. Ça n'a aucun intérêt puisqu'ils ont déjà eu des appels et des conversations scriptées 12 000 fois. À partir de là, si vous comprenez les trames de chaque partie de votre business, sans avoir à suivre un script, juste la trame globale et que vous êtes capable avec un peu d'intelligence émotionnelle de la suivre, là vous prenez une longueur d'avance sur ceux qui suivent encore des scripts. Le marché mature, c'est ce qu'on a actuellement et c'est sûr vers quoi on va de plus en plus. Vous l'avez peut-être remarqué, les personnes à qui vous parlez, elles ont déjà été exposées à de nombreuses personnes comme vous. On n'est plus sur quelque chose de tout nouveau. Qui sait ce que c'est la sophistication de marché et d'où ça vient? Des personnes qui sont de plus en plus éduquées, donc qui ont conscience de la valeur et des autres facteurs. La sophistication de marché, c'est le niveau d'exposition d'une cible ou d'un marché au marketing, dans son ensemble. D'accord, très bien. Pourquoi pas. C'est Eugène Schwartz, qui était copywriter, marketeur, publicitaire, avec son bouquin Breakthrough Advertising, qui est illisible mais extraordinaire. C'est 500-600 pages écrites en tout petit sur des trucs hyper avancés en psychologie du consommateur, qui a parlé la première fois de sophistication de marché. Globalement, on va prendre ça du côté des marketeurs.
Niveau 1, je t'aide à perdre du poids. Niveau 2, je t'aide à perdre 10 kg. Niveau 3, je t'aide à perdre 10 kg en 3 mois. Niveau 4, 10 kg en 3 mois sans faire de sport. Niveau 5, sans faire de sport ni régime. Niveau d'après, grâce à la méthode machin. Quand on arrive là, on ne peut pas complexifier la promesse. Donc il y a surenchère. Ce qui se passe dans les lessives, tout le monde lave plus blanc que blanc. Moi je t'aide à être millionnaire plus vite, moi je t'aide à maigrir plus vite, en faisant moins d'efforts, ça sera toujours plus facile. On a une surenchère de promesses. Ça c'est ce qu'on a eu les 2 dernières années sur l'univers de l'accompagnement et du coaching. C'est ce qui a fait, qui est le stade d'après, qui est la crise de confiance. Plus personne ne croit à aucune promesse. Ça ne marche plus. Donc là, en général, les marketeurs ils se réveillent, ils se disent « Merde, mes promesses, ça ne marche plus ». Et donc là, on a ce qu'on appelle la parade du marketeur repenti. Je vous ai tous arnaqué pendant 3 ans, je suis désolé, j'ai compris la leçon. Vous l'avez peut-être beaucoup vu sur le marché. Je le caricature, il y a aussi plein de gens juste qui se rendent compte, vraiment en fait avec sincérité, qui sont arrivés à la limite d'un écosystème et qu'il est temps de changer pour l'améliorer. Ce n'est pas que des personnes qui cherchent un moyen de prendre plus d'argent. Il y a aussi juste des personnes qui, par l'expérimentation, se rendent compte que ce qu'ils ont fait avant n'est plus possible dans l'état du marché actuel et qu'ils ont fait plus de mal que de bien sans le vouloir. Il y en a beaucoup sur le marché à ça. Quand on a fini tout ça, toutes ces étapes, on arrive en 2022. Les gens, ils veulent plus de promesses compliquées, ils veulent pas qu'on les balade, ils savent exactement dans quoi ils rentrent, et ce qu'ils veulent, c'est de la confiance et une personne qui peut vraiment les aider, et qui est capable de leur expliquer de la façon la plus simple possible. Je rigole toujours sur Facebook, certains l'ont lu, des promesses très 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 alambiquées qu'on voit actuellement. Sur Facebook, c'est un peu mieux, sur LinkedIn, c'est un enfer. J'aide les êtres supérieurs de l'hypersensibilité, de l'assise. Non, ça ne marche pas. On ne comprend pas. Si je ne comprends pas, je n'achète pas. Je disais dans un bout. Ouais. Pardon, non, t'inquiète. Ouais. Justement, c'est une question que je voulais te poser là-dessus, parce que moi aussi j'en vois des acteurs comme ça. Et malgré tout, j'ai l'impression que pour certains, ça marche quand même relativement bien. Comment est-ce que toi, tu t'expliques ça? C'est soit des personnes qui ont un personal branding tellement fort que les gens ne comprennent rien à ce qu'ils achètent, mais ils achètent la personne. Très possible. Soit ils ont trouvé une micro-niche avec des gens aussi perchés qu'eux en face. C'est possible aussi. J'en ai vu, acheter des trucs, moi je regarde la promesse, je ne comprends pas. Mais il y a des clients. Ça peut arriver. De toute façon, tout ce que je vais vous expliquer, c'est des généralités qui évitent les grosses erreurs. Dans 100% de ce que je vous dis, toute l'année, il y a toujours des exceptions. À tout ce que je vous dis, on trouvera toujours 1 ou 2 personnes qui ont fait l'opposé de ce que je raconte et pour qui ça a marché. Le but pour moi dans ce que je vous transmets, c'est pas de dire ça marche, c'est sûr. C'est de dire voici ce qui a le plus de chances d'échouer d'après mon expérience. Si vous ne le faites pas, vous êtes un peu plus tranquille. C'est le principe d'inversion. C'est un modèle mental qui nous vient de Charlie Munger, en disant on ne sait pas ce qui va marcher, on ne peut pas le prédire. Les Nostradamus du business, on n'en sait rien. Ça ne marche jamais. Après, même une horloge pétée finit par donner l'heure. Mais le sujet, c'est que si on enlève tout ce qu'on est sûr qui ne marche pas, on se rapproche du succès. « 2023, on veut des promesses simples, on veut comprendre. » Je disais dans un bootcamp il n'y a pas longtemps, imaginez-vous, ma tête de débilos en train de vous répéter en boucle, « Jérémy pas comprendre, Jérémy pas acheter. » Si je ne comprends pas, je n'achète pas. Si une grand-mère de 80 ans ou un enfant de 3 ans ne comprend pas votre promesse, il y a de grandes chances que votre client idéal la comprenne mal. Mais on est paresseux. Donc si je ne comprends pas, mon cerveau va filtrer l'information. Est-ce que vous savez comment le cerveau humain analyse l'information entrante? Savoir si l'information est bonne, donc je continue à avoir l'attention, une fois je suis. Ouais, exactement. Ça passe par 3 parties du cerveau. S'il y a des gens qui sont des spécialistes du cerveau, je suis désolé, je vais vulgariser à mort, donc tombez pas de votre chaise. Cerveau reptilien, la plus vieille partie, combat-fuite. Quelque chose arrive, une information, une personne, n'importe quoi. Est-ce que c'est un danger? Si oui, combat ou fuite. Si ce n'est pas un danger, est-ce que c'est digne d'intérêt? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est intéressant? Si oui, on passe à la fonction suivante du cerveau, sinon, ignorer. Donc déjà, quand la promesse est trop compliquée, la première partie du cerveau, elle fait « Oh là, je ne comprends pas, c'est fatigant. Je vais plutôt regarder Netflix. »
Deuxième partie du cerveau, siège des émotions, cerveau limbique. C'est la partie qui achète. Comment je me sens vis-à-vis de cette information? Est-ce qu'elle m'excite? Est-ce qu'elle me donne envie d'y aller? C'est là que j'achète. Si oui, troisième partie, néocortex, partie qui est capable de produire des raisonnements complexes, partie de la post-rationalisation. Je passe devant le magasin de gâteaux, je vois un gâteau, j'ai envie de le manger. C'est mes émotions, elles ont envie de bouffer le gâteau. Mes émotions, elles ont déjà décidé si on va le manger ou pas en fait. Et ensuite, ça passe au cerveau rationnel qui fait « Non, mais j'ai pas mangé ce matin, et puis en fait, j'ai fait vachement de sport, et puis j'y retournerai demain de toute façon, et puis bon, un gâteau, ça peut pas faire de mal. » Ça, c'est de la post-rationalisation. Mes émotions ont déjà décidé qu'on allait bouffer le gâteau. Mon cerveau trouve une excuse pour le faire. Quand vous avez une personne dans une discussion avec vous qui commence à vous faire rentrer dans les détails et chipote sur des tout petits trucs, c'est qu'elle cherche une justification à une décision qu'elle a déjà prise vis-à-vis de l'achat. Soit elle veut déjà acheter et elle cherche à se rassurer et des justifications pour le dire à ses proches, soit elle ne veut pas acheter et elle va vous envoyer des tout petits trucs, des tout petits points de détail jusqu'à trouver celui qui lui permet de dire « Ah voilà, non, je ne peux pas. Parce que ça. » Vous n'avez pas de bonne réponse à ça. Et est-ce que toi, tu as, par ton expérience, tu comprends avant si dans sa tête il a déjà dit oui ou non? Est-ce qu'il y a des différences en fait? Je n'ai pas tellement de moyens de le savoir, Non. mais quand je vois que la personne elle m'amène sur des petits points de détail dans le cerveau logique, je vais assez vite lui dire écoute, je comprends ta question et je peux répondre à toutes, et si tu veux même j'y réponds, il n'y a aucun problème. Mais là tu es en train de chipoter sur des tout petits trucs, en fait, soit parce que tu as décidé d'acheter et tu as peur, soit parce que tu as décidé de ne pas acheter et tu as peur de me le dire. Donc je te propose qu'on se simplifie la vie et que tu prennes 24 heures, que tu t'écoutes vraiment et que tu me dises quelle est ta décision. Ça va plus vite. Le but n'est jamais d'essayer de convaincre une personne qui hésite. Le but, c'est d'aller parler aux personnes qui n'hésitent pas, qui sont déjà convaincues, et à qui il manque un tout petit truc. On passe 80% de notre temps à se battre contre des gens qui ne veulent pas acheter. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Je pense que je n'ai pas besoin, ok, merci, bonne journée. On gagne énormément de temps en faisant ça. Tous ces changements de marché ont changé plein de choses au niveau du marketing, de l'acquisition, du contenu, de l'audience. Au niveau du marketing, c'est tout ce qu'on a vu. Pas de surenchère, pas de trop grosses promesses, pas surmarketé. On veut des choses claires et simples. Si moi pas comprendre, moi pas acheter. Rappelez-vous toujours que, on va en reparler un tout petit peu après, vous êtes dans une guerre de l'attention. C'est ça le vrai sujet. Est-ce que j'écoute cette personne et je lis son contenu? Est-ce que je suis sur Netflix? Est-ce que j'écoute mes enfants qui sont en train de me raconter un truc, que ce soit intéressant ou pas? Est-ce que je m'occupe de mon boulot? Est-ce que Amazon? Est-ce que Prime Video? Est-ce que machin? On est en guerre contre ça. Si vous ne simplifiez pas à l'extrême la compréhension et l'assimilation des informations que vous transmettez, vous tirez une balle dans le pied parce qu'en face de vous, il y a Netflix, TikTok, Instagram. Et eux, ils savent le faire. Combien d'entre vous ont déjà allumé TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels, et puis à un moment, on relève la tête, il s'est passé 40 minutes, on ne sait pas ce qui s'est passé? Je ne suis pas le seul, ça me rassure. Il faut quand même se rendre compte que perdre 40 minutes de vie sans faire exprès avec des vidéos de 35 secondes, il faut le faire. Aux États-Unis, ils ont des équipes de neuroscientifiques dont le seul but, c'est de nous rendre ultra addicts aux plateformes et qu'on ne puisse pas s'arrêter sans faire exprès, sans s'en rendre compte. Les réseaux sociaux, et surtout sur certains cerveaux plus malléables que d'autres, c'est encore pire que des drogues dures. Moi, vous me voyez avec mon téléphone, c'est un cauchemar. Demandez à Marie, je suis toute la journée en train de scroller. Et quand il n'y a plus rien à lire, j'actualise, je veux mon shoot de dopamine, de nouveaux trucs intéressants à regarder. C'est extrêmement difficile pour moi d'en sortir. Et j'ai une excuse pourrie de « Ah, mais c'est mon métier, j'y suis toute la journée, quoi. » Tous les gens qui bossent sur les réseaux sociaux ont cette excuse. Mais au fond, nous, on sait tous que c'est des conneries. Moi, quand Instagram me met une alerte en me disant « Vous avez passé 1h30 sur Instagram aujourd'hui, il est peut-être temps de ralentir parce que j'ai programmé ça. » et que je vois qu'il est midi, je me dis peut-être pas l'heure et demie la mieux exploitée, quoi. Moi, ce qui me rassure, c'est que ça t'arrive aussi. Bien plus que je ne le voudrais. Et bien plus que je ne l'admets. Moi aussi, mais je me dis, c'est chouette, c'est pas moi, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi sur l'acquisition. D'abord sur l'acquisition payante. Ça ne vous concerne pas forcément, mais c'est bien qu'on en parle. Puisque un nouveau réseau social arrive, il monte de la publicité, il veut attirer un maximum d'annonceurs, vous payez vos vues, vos leads, vos ventes, pas cher du tout. C'est pareil d'ailleurs sur les nouveaux réseaux sociaux qui veulent attirer des utilisateurs.
TikTok a démarré, n'importe qui pouvait faire 1 million de vues en claquant des doigts, c'était génial. Alors bon, les vues ne sont pas qualifiées, mais ça c'est un autre sujet. C'est pareil pour l'organique, Mehmet il sait. Mehmet il était tout content, il a fait des millions de vues sur TikTok, il a fait des dizaines de milliers d'abonnés, il a voulu lancer un produit, il a fait 0 €. Je lui ai dit allez lâche TikTok. Il y en a pour qui ça marche, attention, mais c'est... Une vidéo, 1,1 million. Donc, Mais t'as mis un short. Ouais, t'as annoncé ton chèque, t'es mort. non, c'est pas ça, mais ça a fait 0 de chiffre d'affaires, réellement. Pour que vous vous rendiez compte, je crois que c'est, il y avait vu des calculs, je crois que c'est 50 000 abonnés TikTok valent moins en monétisation que 1000 abonnés YouTube. Je crois qu'en termes de capacité de monétisation, c'est 100 000 sur TikTok pour 1000 sur YouTube, je crois, quelque chose comme ça. Ça va pas s'inverser. TikTok est en train de se faire défoncer. Je peux vous expliquer rapidement pourquoi. TikTok aujourd'hui arrive à attirer de plus en plus de gens parce qu'il y a des vues faciles et parce que les créateurs sont très très bien monétisés. Sauf que c'est une stratégie de pénétration de marché, ils ne pourront pas continuer à payer les créateurs aussi cher que ça, c'est pas possible. En face, il y a YouTube avec les shorts qui ont un système de monétisation, qui ont les créateurs, qui ont l'audience, qui ont l'attention et qui sont en train de tout défoncer. Et il y a Instagram avec Meta derrière. Pour l'instant, TikTok, c'est trendy, c'est à la mode, c'est sexy, mais le business model n'est pas encore fiable. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir ou pas? Ils ont des gros acteurs en face. TikTok, c'est très bien pour faire de la notoriété, mais pour l'instant, pour faire de la monétisation, c'est pas encore ouf. Vu qu'il y a les réseaux sociaux qui se font la guerre et qu'il y a de plus en plus d'acteurs, l'acquisition devient de plus en plus difficile et de plus en plus chère. C'est plus dur de percer, c'est plus dur même en payant. C'est OK, il faut être meilleur que les autres. On ne peut plus être moyen. Sur l'acquisition, j'entends. Maintenant, YouTube, par exemple, a changé récemment son moteur de recherche aussi. Et vous pouvez, avec 3 abonnés, faire une vidéo qui fait 50 ou 100 000 vues. C'était pas possible avant. LinkedIn, avec 100 contacts, vous pouvez faire 250 000 impressions. C'est récent ça. Ouais. LinkedIn, pas trop, ça fait déjà une bonne année. YouTube, ouais, c'est quelques mois. Et comment tu fais sur YouTube pour faire autant de vues avec si peu ça? Il faut chercher une vidéo tendance. C'est si tu es sur un sujet qui est tendance à un instant T et que tu l'as traité mieux que les autres. Et après, c'est le couple titre-miniature qui est très important. Concrètement, le titre et la miniature, c'est là pour faire cliquer. On veut du putaclic. On veut que les gens ne puissent pas s'empêcher de cliquer en se disant « Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux trop savoir ». À partir de là, ils cliquent. Si vous avez fait une bonne vidéo à l'intérieur, ils restent. Mais du coup, uniquement sur YouTube, on est bien d'accord que quel que soit le réseau social sur lequel on publie notre vidéo YouTube, ça reste un lien extérieur qui nous pénalise algorithmiquement. Ouais. Sur le contenu, beaucoup de choses ont changé aussi. Puisqu'on est dans une guerre de l'attention, vos accroches sont essentielles. Je scrolle à toute vitesse sur les réseaux et je me demande, mon cerveau se demande en une fraction de seconde de manière inconsciente, est-ce que ce titre que je viens de survoler et l'image associée ou pas mérite que je m'y arrête? Sur Facebook, vous avez 3 lignes avant de lire la suite. Si vos 3 lignes, c'est j'ai eu une idée hier soir, je pensais à quelque chose, il faut que je vous en parle, m'en fous. Moi, pas comprendre, moi, veut pas savoir. Travailler les titres, c'est très très important. Le principe de copywriting, c'est que chaque ligne est là pour vendre la lecture de la suivante. Rien d'autre. Vos titres peuvent être surprenants, marrants, contrariants, encourageants. Vous pouvez utiliser des chiffres, du comment faire telle chose. Il y a plein de possibilités. Mais en termes de contenu, on ne peut plus faire du contenu moyen. Il y a trop de contenu sur Internet, dans un marché mature. Il faut se différencier. Et enfin, l'audience. Puisque le marketing devient plus compliqué, l'acquisition plus compliquée, le contenu plus compliqué, on cherche de l'audience long terme, on cherche à bâtir une communauté, on cherche à se faire connaître, à se faire un nom. C'est ce qui fait que si demain il y a un changement d'algorithme, s'il y a un changement de quoi que ce soit, on a des gens qui nous suivent. L'audience, c'est quelque chose qui se travaille à long terme. C'est pas ce qui va vous faire gagner de l'argent à court terme, jamais, presque. Mais par contre, avec l'effet cumulé, si vous faites même un tout petit peu de croissance chaque année sur votre taille d'audience et que dans 5 ans, vous avez 10 000 personnes qui vous suivent, vous êtes à l'abri d'à peu près tout. Sur 10 000 personnes, on arrive toujours à bien gagner sa vie. Donc il peut se passer n'importe quoi, il y a des gens qui vous suivent, où que vous alliez, quoi que vous fassiez. C'est très sécurisant. Et du coup, sur une plateforme comme Facebook, où tu es
Les gens, ils peuvent te suivre sur Facebook. Ah oui. Donc même s'ils ne sont pas amis avec toi, ils peuvent te suivre. Regarde... Ça, c'est pas quantifiable quand tu as passé les 100 000 amis. Si, il y a écrit suivre et le nombre de personnes suivies, tu le connais. D'accord. Regardez des très gros entrepreneurs américains, vous regardez leur nombre de followers. Regardez même les grands entrepreneurs français, des Marc Simoncini, des trucs comme ça. Vous voyez sur leur profil Facebook, il y a écrit followers 157 000. C'est pas limité. Vous, les connexions que vous pouvez faire et vos 5000 amis, c'est limité. Les followers, ça l'est pas. Ça, c'est tout ce que vous devez comprendre sur le sujet de l'audience. Ils vous achètent vous. Ils achètent votre personnalité, votre différenciation, ce que vous racontez, vos mimiques, vos blagues, les choses qui vous énervent. Ils achètent ce que eux mettent derrière qui vous êtes. Et c'est pas la vraie personne que vous êtes, c'est la personne que vous êtes d'Internet. Attention, c'est pas parce qu'ils vous achètent vous qu'il faut se vendre. On vend ce qu'on fait, pas qui on est. Mais la réalité, c'est qu'eux, ils achètent qui ils ont estimé que vous étiez. Sachant qu'ils estiment toujours faux. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de marque média. Même en tant qu'indépendant, vous êtes une marque. Derrière votre prénom et votre nom. Ouais. Pourquoi tu dis qu'ils estiment toujours faux? Parce que c'est ce qu'on appelle les relations parasociales sur Internet. On s'imagine quelqu'un à travers son contenu, comme si on le connaissait hyper bien, on lui attribue des valeurs, des qualités, une personnalité, etc. Et on n'est jamais 100% de notre entièreté sur Internet, c'est pas possible. Donc en fait, de toute façon, il y a un décalage entre la personne que tu es vraiment dans ton cadre privé et ce que tu es sur Internet. Et en plus de ça, les gens qui te suivent depuis longtemps, il y en a qui vont peut-être te suivre pendant 3 ans sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression d'être tes potes. Eux, ils te connaissent, quoi. Mais toi, tu sais pas qui ils sont. Et ce décalage, ce qu'on appelle les relations parasociales, ils estiment qu'ils ont une relation avec toi. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont écrit sur les réseaux. Ouais, Jérémy, je trouve que tu as vraiment changé, ça m'inquiète beaucoup. Je ne savais pas qui c'était cette personne. Hein. Jamais vu de ma vie. Moi, j'ai des potes Mais qui elle me connaît, quoi. En me disant, mais non, mais je te vois tous les jours. Jérémy, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que tu viens de dire là? On vend ce qu'on fait, pas ce qu'on est. Parce que j'ai un peu l'impression d'avoir ce problème-là. Parce que des fois, on me sollicite, j'ai l'impression, plus pour une éventuelle relation amoureuse que le produit que je propose, tu vois. Donc c'est un peu. Faut poser du cadre. Ouais. Faut poser du cadre, c'est très compliqué. C'est aussi le principe d'Internet. Il y a plein de gens qui vous suivent, qui ne seront jamais vos clients, et dont le but, c'est d'être vos potes. Il faut leur rappeler très gentiment. Je suis la représentation d'une entreprise. Je suis là pour apporter de la valeur, je suis là pour communiquer, je suis là pour vendre. Je ne suis pas là pour me faire des copains. Ça ne veut pas dire qu'un jour on ne peut pas devenir amis, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour ça. Il faut poser du cadre, mettre des limites. Très important. Sinon vous vous faites bouffer. Il faut savoir dire stop, hein. Surtout sur Internet. Moi, des fois, je me réveille le matin, j'ai des gens que je connais à peine, je vois, j'ai 17 notes vocales de 1 minute 30. Je réponds très gentiment, je suis désolé, mais je ne vais pas les écouter. Toi, t'abuses. Bah non, c'est toi qui abuses. Est-ce que vous avez remarqué que 100% des notes vocales commencent par la même phrase? Je te fais une note vocale, c'est plus facile pour moi. Bah ouais, mais pas pour moi en fait. Parce que moi, je vais t'écouter penser à voix haute pendant 17 minutes. C'est très chiant, il n'y a pas x2 sur Facebook en plus. Hein. C'est long. Hein. La note vocale est plus facile pour l'expéditeur, mais beaucoup plus compliquée pour le receveur. Le texte, c'est le contraire. C'est plus facile de lire du texte, mais ça demande plus de réflexion de l'écrire. Moi, j'ai un principe, en fait, il y a des notes vocales, ça rend 2 lignes de contexte, au moins pour me dire ce qu'il y a dedans, je ne les écoute pas. Ça m'embête. J'ai l'impression que c'est une intrusion. On ne m'a pas demandé l'autorisation. Vous êtes une marque et vous êtes un média. Ce que vous racontez sur les réseaux sociaux toute la journée, c'est la communication et la ligne éditoriale de votre média. Si vous imaginez votre communication comme celle d'un magazine, quels sont mes sujets grand public, quels sont mes sujets niche, quels sont mes sujets qui font vendre, tofu, mofu, bofu, que vous connaissez, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Donc, des sujets qui attirent le grand public et qui font beaucoup de viralité. Des sujets métiers qui me permettent de démontrer mon expertise. Des sujets vente. Témoignages, études de cas, trucs comme ça. Pensez-vous comme une ligne éditoriale. J'écris de plus en plus mal, c'est terrible. Personal branding.
votre marque personnelle. C'est ce qui transparaît à travers tous vos contenus. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'entité que vous présentez sur les réseaux sociaux qui est le vous d'Internet? Votre personal branding, c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais, pour qui je le fais, comment je le fais. Ça n'a pas besoin de plus compliqué que ça. Si vous savez répondre à ces questions, votre identité de marque, elle est claire. Ensuite, sur les évolutions du marché, il y a des changements financiers, il y a des changements sanitaires, il y a des changements politiques, il y a la guerre, il y a le Covid, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'électricité. Mais qu'on va tous couper des médias pour être à fond alignés et on ne le sait pas. Si seulement. Si seulement. Est-ce que vous avez remarqué quand une information est suffisamment importante, même si vous l'avez mis nulle part, elle finit par arriver chez vous? Il y a Tati Janine, votre mère, votre soeur, un copain qui vient vous emmerder avec ça. T'as vu ce qui se passe? Non, je ne veux pas savoir. Moi, j'ai des potes qui y arrivent. Hein. Une personne que je rencontre, je ne sais plus quand, il y a quelques mois, et je lui dis putain, t'as vu l'attentat? Mais non, c'est à côté de chez lui, hein. Pas au courant. Tu comprends qu'il y a des gens qui sortent armés du coup. Hey. La diète médiatique, très important. Mais tout ça crée une tension sur le marché qui va nous impacter directement. Si on résume tout ça, on a un marché qui est mature et concurrentiel. Ce qui veut dire que vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas avoir un positionnement unique, une marque forte, une offre claire, un contenu de qualité, une vraie stratégie de prix. Pourquoi mon prix est placé comme il est? Oh, vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez. Je peux aussi vous envoyer les slides par email. Hein. Si vous ne voulez pas vous emmerder, hein, c'est quand même plus sympa. Hein. On a un marché mondial qui est en tension au niveau financier. Plus d'accès au crédit. Hein, parce que ces histoires de taux d'intérêt qui montent, qui machin, les taux d'usure, les banques. Quand même découvert qu'on est dans une société actuellement où les gens ils se font refuser un prêt CTLM. Hein. C'est quand même le truc où SDF ou RSA, normalement, ils filaient. Hein. Ah, plus maintenant. Ils n'ont plus le droit. Déjà, ça change sur ce qu'il y a en face de vous comme personne. Toutes nos techniques de vente viennent des États-Unis. Mais c'est facile de vendre aux États-Unis. N'importe quel pimpin, il a une carte de crédit avec 10 000 de lignes dessus. Il suffit de le convaincre, l'argent, il l'a. En France, l'argent, il ne bouge pas à la même vitesse. Hein. Et encore moins maintenant. Les gens sécurisent leur argent dans les périodes d'incertitude. Quand tout va mal, on investit pour pas que ça dégénère pour nous. Quand tout va bien, on investit pour créer l'avenir. Quand on ne sait pas, on ne bouge pas, on attend. On prend l'argent, on s'assoit dessus, on ne bouge pas. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer avec l'électricité, avec la guerre, avec machin, avec truc. Enfin, on ne dépense pas l'argent. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, on attend de voir. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais là, les 3 derniers mois, c'était l'enfer. Forcément, on dépense moins, toujours pareil, incertitude. On attend de voir ce qui va se passer. Et on a besoin de beaucoup plus de réassurance. On a besoin qu'on nous rassure, qu'on nous donne confiance. Moi, sur les 3 derniers mois, on n'a jamais autant entendu « qu'est-ce qui me prouve que ?» Il y avait personne qui nous demandait ça avant. Là, les gens, ils ont peur, ils n'ont plus confiance. Ils sont méfiants. Il faut être capable de les rassurer. Attention, vous avez déjà suivi les permanences avec Rachid, qu'est-ce qui me prouve que? On ne répond pas. Hein. Qu'est-ce qui te permettrait de te le prouver? On ne répond pas à la logique, on répond aux émotions. On cherche ce qu'il y a derrière. J'ai une question sur ce point-là, parce que Ouais. c'est quelque chose que j'entends beaucoup, le marché change, les machins frileux, et notamment dans un autre programme sur la formation coaching où je participe, et j'ai parfois un peu l'impression que c'est aussi une excuse que les gens ils se trouvent pour justifier le fait de leur baisse d'activité. Et ce que je me dis finalement, c'est qu'à partir du moment où on amène de la valeur et qu'il y a de la pertinence dans ce qu'on propose, on trouvera toujours. Tu trouveras toujours. Comment faire le lien entre ces deux idées-là? Tu trouveras toujours. Maintenant, il y a de la psychologie du consommateur et des comportements d'achat. Et on sait qu'en période d'incertitude, les gens ils ont tendance à verrouiller leurs économies. Encore une fois, quand tout va mal, les gens ils achètent toujours. Hein. Quand tout va bien, ils achètent aussi. Quand ils ne savent pas, ils ralentissent.
Mais après, les périodes d'incertitude, elles durent jamais plus de 3, 6, 8 mois. Hein. C'est jamais 3 ans d'affilée. Hein. C'est ensuite, à un moment, soit tout dégénère et le monde part en couille, mais ils achèteront pour se sécuriser quelque chose dans leur vie, hein, de l'argent, leurs émotions, leur couple, n'importe. Ou alors, le monde va aller mieux et ils investissent dans l'avenir. Les gens n'arrêtent pas du tout de dépenser de l'argent quand ça ne va pas. Donc ce que je dis ici, c'est pas le marché est tellement tendu qu'il n'y a plus de clients. C'est les gens ont peur, ils sont dans le doute, et tant qu'on ne sort pas de cette phase de doute pour aller d'un côté ou de l'autre, c'est plus dur. C'est pas impossible. Nous, on fait toujours du chiffre d'affaires, ça va. Hein. Mais on sent que c'est plus dur en face. Ma crainte, tu vois, c'est tomber dans cette excuse un peu facile dès qu'on a une baisse d'activité en disant c'est un truc qui change. Voilà. Très important ça. En fait, on peut reconnaître qu'il y a une tension dans le marché et que c'est difficile, mais moi je ne sers pas d'excuse pour notre chiffre d'affaires. Que le marché il aille très très bien, très très mal ou au milieu, moi je veux faire tant de chiffres. Je ne veux pas le savoir. Ce sera plus dur, on le sait. Il faudra utiliser d'autres méthodes, d'autres stratégies de communication. Il faudra aller sur d'autres points. Ce n'est pas une excuse pour avoir un chiffre d'affaires plus haut ou plus bas. C'est juste comprendre pourquoi je me sens comme ça face à tous ces prospects et pourquoi c'est si difficile. Ce n'est pas une excuse pour ne pas y arriver. Mais ça explique que ce soit plus dur que d'habitude. C'est tout. L'audience est devenue vitale. Court terme, long terme. Court terme pour le cash, long terme pour sécuriser le futur. On cherche un effet boule de neige. Donc une audience qui grandit petit à petit. Moi j'ai remarqué que sur YouTube, j'ai tellement galéré à avoir les 1000 premiers abonnés. Parce que je n'étais pas régulier en plus, etc. Ensuite, bon, je fais un peu 1000, 1500, comme ça en dilettante. Je m'y suis remis 1500, 1600, 1700, 1800, 2000. Et là, j'en prends 10, 15 par jour. Jusqu'au tout début. Il y a des gens qui en prennent 20 000 par jour. Il t'explique ça comment? C'est par rapport à tes comptes? Contenu régulier et des contenus qui sont là pour durer. Moi, j'ai une stratégie avec 3 types de vidéos. J'ai des vidéos top of funnel, grand public pour attirer l'attention. J'analyse MrBeast, j'analyse Lena Situation, j'analyse Sadhguru, j'analyse Kenny West, voilà. J'ai des vidéos middle of funnel où je vais répondre à des questions. Comment définir son offre, comment choisir sa cible, enfin des questions basiques hein, que les gens peuvent taper dans la barre de recherche YouTube. Et j'ai du bottom of funnel qui est là pour convaincre, soit des ateliers de 2 heures qui donnent tellement de valeur en gratuit que bon, les gens ils savent s'ils veulent travailler avec nous ou pas, soit des témoignages. Bon, ça, c'est les 3 types de vidéos que je fais. Et un peu d'interview aussi en acquisition, en top of funnel. Le comment, ça reste quand même la question phare de YouTube. C'est-à-dire que le prospect, sur YouTube, il va d'abord taper. Ça dépend. Tu as 2 types de personnes sur YouTube. Tu as des personnes qui cherchent une information précise et qui vont la taper dans la barre de recherche comme Google, sauf qu'ils cherchent là une vidéo qui l'explique. Et tu as des personnes qui sont sur leur fil d'actualité YouTube et qui cherchent un truc intéressant à regarder. Moi, je ne fais quasiment aucune recherche YouTube. Par contre, j'ai mon fil d'actualité avec les gens qui m'intéressent et je regarde quelle vidéo va m'intéresser aujourd'hui. Moi, YouTube, c'est ma télé. Ce fil d'actu, il y a. Sur la page d'accueil. Mais c'est quel algorithme qui va faire qu'on va être baigné dans tel ou tel public? YouTube, ils analysent en fonction du taux de clic et du watch time. C'est-à-dire que plus votre taux de clic il est élevé, plus YouTube se dit la miniature intéresse les gens. Si derrière les gens ils restent longtemps sur la vidéo, YouTube il se dit ok, les gens ils cliquent, les gens ils restent, on peut leur montrer plus de pubs, donc on va pousser cette vidéo. Ok, mais donc moi, quand je me rends sur YouTube, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir telle ou telle vidéo sur le fil? En fonction de ce que tu as cliqué et regardé ces derniers temps et en fonction de tes abonnements. C'est uniquement basé sur la fréquentation YouTube, ça n'a Ouais. pas. Ouais, 100%. Il n'y a pas d'insta, enfin de méta derrière qui interfère sur. Ah non, YouTube c'est Google. Google et Meta, c'est pas les copains. Hein. En fait, tu as des suggestions aussi sur YouTube. Par rapport à ce que tu as regardé des trucs. Ouais. Ouais, le fil d'actualité c'est ça, c'est les suggestions. Mais par contre, moi sur YouTube, 2017, j'ai fait ma première vidéo, janvier 2017. J'en ai fait très très régulièrement au début. À l'époque, c'était que sur l'astrologie, mais sur l'astrologie qui ne se perd pas dans le temps. Pas les étoiles en ce moment, elles sont comme ça. C'était tel signe, tel caractère, tel machin, tout ça. Effectivement, jusqu'aux 1000, 2000 abonnés, c'était long, c'était fastidieux, mais je faisais 2 vidéos. Au début, j'en faisais 4 par semaine, par mois, non, par semaine. Après, j'en ai fait 2 par semaine, mais régulièrement. YouTube, la régularité paie. Si vous en faites pas au moins une par semaine toute l'année, c'est pas la peine. Par contre, aujourd'hui, bon, j'en fais moins, mais j'ai depuis pas mal de temps plus de 30 000 abonnés. Je fais 0 de chiffre d'affaires avec YouTube. Et qu'est-ce que tu as comme stratégie pour faire une structure? On verra cet après-midi ça. On va prendre le temps d'en parler. Parce que là, il faut que je creuse avec toi. J'avoue qu'au début, 30 000. Au début, j'avoue quand même que je faisais mes vidéos, je lance pour voir ce que ça donne. Donc il n'y a pas dans les vidéos, clique là, abonne-toi,
fait ci, fait là. C'était un peu. Enfin, il n'y avait pas de stratégie. Et par contre, même avec les fiches, avec les... Pas comme ça qu'il faut faire, on en parlera cet après-midi. On va regarder. Et alors, du coup, j'ai mis une question dans la suivante. YouTube, qu'est-ce qu'il va faire si on va être amené à aller vers un média plus qu'un autre? Pour comprendre, moi, j'ai besoin de me dire si moi, aujourd'hui, en tant que prospect, qu'est-ce qui va faire que je vais aller chercher ce contenu sur YouTube ou qu'est-ce qui va faire que je vais écouter un podcast? Ça dépend des gens, ça dépend des préférences personnelles. Qu'est-ce qui fait que tu lis Le Monde ou Libération? Pareil, en fait, pourquoi tu regardes TF1 et pas France 2? C'est des préférences personnelles, il n'y a pas de sujet en fait. Je suis tenté de me dire que le prospect, il peut avoir tant de préférences personnelles, ce qui est un peu plus en vraie tendance. Tu vois, tu disais que TikTok s'épuisait un peu malgré son côté trendy. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui vers justement une déviance comme ça de l'audience? Non, il y aura deux extrêmes. Il y aura 50% du contenu sur Internet qui fera moins de 40 secondes et 50% qui fera plus de 2 heures. Tout ce qui va être au milieu va disparaître. Ou être beaucoup moins vu. Parce qu'il y a un moment, il y a des gens qui cherchent du fond. La vidéo la plus regardée de... comment il s'appelle? Monsieur qui parle de masculinité, qui crie sur tout le monde, j'ai un trou de mémoire. Jordan Peterson. Sa vidéo la plus regardée, c'est une conférence de 7 heures sur la notion de Dieu. Voilà, YouTube, hein. Des millions de vues. Le contenu long a toujours sa place. La stratégie de la baignoire, toujours plus importante. Aujourd'hui, votre audience elle est divisée en 3 parties. 5% qui sont prêts à acheter tout de suite. 20% qui n'achèteront jamais. Et 75% qui achèteront dans les 3 à 18 mois. Le problème, c'est que tout le marketing qui existe et qu'on popularise, il est tourné vers les 5%. Et que les 5% qui sont prêts à acheter tout de suite, tous vos concurrents les veulent aussi. Donc on fait des groupes, on fait des vaisselles, on fait des tunnels, on a un marketing plus agressif, on force au téléphone, parce que s'il appelle le 5%, ils sont avec le concurrent 3 secondes après vous, c'est fini. On traumatise les gens, on se bat. Alors que là, on a plein de gens qu'on peut transformer en clients en douceur. Petit à petit. Sauf que la stratégie de la baignoire, c'est du long terme. Le premier mois, j'aurai peut-être qu'un client, avec un peu de chance, un de mes 5%. Et le deuxième mois, j'aurai un nouveau 5%, j'ai fait de l'acquisition. Mais j'aurai une partie des gens d'avant, qui se seront transformés, en 2 mois. Troisième mois, j'aurai de nouveau du 5%, plus du 10% d'avant, plus du 20% d'avant, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a de plus en plus de clients en y allant en douceur. Finalement, c'est l'apologie de la régularité, ce que tu me dis. Ouais, exactement. 100%. D'ailleurs, tu sais, moi l'année dernière, ça fait longtemps que je te suis, donc je te connais bien. Non, je rigole. Non, mais en fait, l'année dernière, je faisais 3 contenus par semaine. Ouais. Et ça a marché. Au bout d'un moment, ça a marché, mais ça a marché beaucoup moins bien. Là, ça fait un mois et demi que je fais du contenu tous les jours. Et effectivement, c'est un truc de fou, quoi. Non, Donc, moi, 10 € 3 fois par semaine, ça va aller. Vous avez peur de saouler votre audience. C'est régulièrement ça. Hein. Alors moi, des contenus, j'en fais 4 par jour par plateforme. Ah ouais. C'est juste pour m'amuser. Déjà, vous voyez plus que ma tête partout. Insupportable. Et en plus, pour tout lire, bon chance. Hein. Maintenant, il ne faut juste pas oublier un truc. Hein. À part vous-même, personne ne lit tous vos contenus. Personne. Moi, il y a des gens dans différents métiers dont je suis ultra fan. Je lis un truc sur 5 à peu près. Ah, s'ils m'en envoient plus, j'ai plus de chances de tomber sur quelque chose qui m'intéresse. Je suis content. Votre activité, elle repose sur 3 piliers. Le positionnement, marché, niche, cible, offre, branding. Ouais, j'invente des mots. Le contenu court terme, qui est là pour apporter du cash. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Même si LinkedIn, c'est entre deux, parce qu'on peut bâtir une vraie audience là-bas. Instagram aussi. Le long terme, YouTube, blog, podcast. Pour la sécurité. Le cash vient de votre capacité à générer de l'attention chez les gens en face de vous. Le problème, c'est que vous vous battez avec leur grand-mère, le Covid, Netflix, la guerre, Amazon, les copains, le Xanax, la crise. Donc vous avez besoin d'attirer cette attention. Là, vous avez un framework qui s'appelle AIDA. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir, déclencher l'achat. Ça pourrait être aussi 4 étapes de votre contenu.
j'attire l'attention avec mon accroche, je suscite l'intérêt en disant un truc un peu chelou où je développe mon sujet, provoquer le désir, mon développement, déclencher l'achat, mon appel à l'action. Je reviens ton slide d'avance. C'est beau? C'est le contenu qui a le plus de sens pour tout ça. C'est le contenu le plus important. Un mauvais positionnement peut être compensé par du bon contenu. Non, juste une question qui me vient, parce que tu le dis souvent dans tous tes contenus que finalement la cible, ce qu'on propose, c'est amené à évoluer de toute manière. Comment tu concilies ça avec ta stratégie long terme? Par exemple, si tu fais des vidéos YouTube, peut-être que les vidéos qui seront encore en ligne, elles ne correspondent plus du tout. Tu vois, Pas grave. Parce que autant sur Facebook, c'est pas un problème vu que tu es dans la spontanéité. Comme la vidéo, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Ok. Franchement, ouais. À part s'il y a vraiment un truc où tu te dis, ah non, ça, je peux plus le laisser. Ouais. Là, c'est ok, tu l'enlèves. Mais moi, si tu regardes mes vidéos des 18 derniers mois, j'ai dû en virer 5. Où vraiment, je suis plus d'accord avec ce que j'ai dit, quoi. Le reste, où je suis à peu près d'accord, mais bon, il faudrait que je perde de la nuance, mais bon, là, j'aurais dû rajouter. Bah, c'est pas grave, je la laisse. Elle continue à faire des vues, la vidéo. Les gens, ils me contactent, ils sont exposés à mon nouveau message, ils décident si ça leur plaît ou pas. Le contenu est la clé. Ça tombe bien, Nico vous en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai encore Vas-y. Alors on a 15 minutes pour un question-réponse. J'ai toujours la tête question. Je t'en prie, on est pour ça. Comment tu gères sur des stratégies long terme, par exemple sur YouTube, le fait que même une vidéo d'il y a 3 ans, elle peut encore générer des commentaires aujourd'hui? Du coup, tu as un effet exponentiel sur le temps que tu vas potentiellement investir pour interagir avec des potentiels prospects dans les commentaires de tes vidéos. Comment tu gères ça pour pas être enseveli finalement? Les vidéos YouTube, moi à mon niveau, je prends trop de commentaires donc je réponds à tous. Tu as passé un certain niveau, soit tu embauches quelqu'un, soit tu réponds pas. C'est pas grave. Mais si tu en arrives au stade où tu as des dizaines, tellement de commentaires que tu peux pas y répondre, tu as assez de prospects, tu n'es pas obligé de répondre à tous les commentaires YouTube. C'est plus un problème. Mais ouais, YouTube, ça marche bien sur le long terme. Moi, je suivais une créatrice américaine, là. Elle a une vidéo, à la base, c'est la stratégie de A à Z pour percer sur YouTube c'était 2020 à la base. Et chaque année, elle change, 2020, 2021, 2022, 2023. Dans le contenu, elle n'a pas mis la date. Ah oui. La vidéo, elle en a 6 millions de vues. Elle dit, cette vidéo, elle continue à faire des vues, elle continue à me ramener des emails. Je change l'année à chaque fois. Ça marche. Hein. Vous pouvez avoir une vidéo qui a bien performé dans le passé, vous changez le titre, la miniature, la vidéo, elle repart. Hein. Oui, mais parce qu'en fait, même si on est sur un perpétuel changement dans tout et ce marché qui est fluctuant, etc., il y a quand même des données qui restent, qui ont encore au bout du jour aujourd'hui, qui étaient nouvelles il y a 3 ans. Donc finalement, on ne sait pas en créant le contenu si cette idée va être phare encore dans l'avenir ou pas. C'est à nous d'être capable de se dire, bah, tiens, je l'ai chié il y a 3 ans, mais en fait, elle va encore le voir aujourd'hui. Voilà. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de la poster. Il n'y a pas de bonne réponse à ça en fait. Hein. On a tendance à voir la création de contenu comme j'ai juste, j'ai pas juste, j'ai fait bien, j'ai pas fait bien. C'est un processus itératif sur la durée. De toute façon, vous regardez vos contenus d'il y a 3 mois, vous les trouverez nuls et vous ne serez plus d'accord. Et ça, c'est toute votre vie. Moi, je regarde des anciens trucs, je me dis, putain, j'ai vraiment écrit ça. Ah merde, c'est chaud.